parler de bêta-glucan, on continue à parler d'hypertension artérielle lors d'un congrès. S'il y a une société d'hypertension artérielle aujourd'hui qui organise des congrès et des journées, c'est parce qu'en fait l'hypertension artérielle constitue encore un lourd fardeau, et ce à l'échelle planétaire. Alors quand on voit que l'hypertension artérielle c'est quand même le premier facteur de risque de la maladie cardiovasculaire, que 1,3 milliard de patients sont concernés par cette pathologie à l'échelle mondiale, et que les 2/3 de cette pathologie résident justement, se situent dans les pays en voie de développement et les pays sous-développés. Cette pathologie touche aussi bien le sexe masculin que féminin, avec une prévalence qui dépasse les 30%. Alors c'est une maladie mortelle, plus de 10 millions de décès liés à l'hypertension artérielle ont été répertoriés en 2019 selon les données de l'OMS, ou alors si elle n'est pas mortelle, elle laisse malheureusement des séquelles, c'est une pathologie invalidante et qui peut entraîner qui va gréver, si vous voulez, la prise en charge du budget sanitaire du patient hypertendu. Alors, ce qui fait la gravité de la maladie, c'est que pratiquement un patient hypertendu sur 2 ne se sait pas hypertendu, et même quand il est diagnostiqué et traité, la majorité des patients ne sont pas à l'objectif, quand on voit qu'à peine 13% de ces patients hypertendus, cette maladie, la première maladie chronique dans la population algérienne. Alors, c'est une maladie qui est également mortelle. La mortalité touche également notre population algérienne. Quasiment 42 000 décès ont été répertoriés en 2016, décès liés à cette maladie qui est l'hypertension artérielle. Et c'est parce que tout simplement, cette maladie rentre dans le cadre d'un éventail cardiovasculaire. C'est une maladie qui se complique donc d'hypertrophie ventriculaire gauche, d'insuffisance cardiaque et au final d'une surmortalité. Si bien qu'aujourd'hui, le constat que l'on peut faire, c'est que plus on fait le diagnostic d'hypertension artérielle, plus on prend en charge le patient hypertendu, meilleurs seront les résultats en matière de réduction de la morbidité, mais aussi de la mortalité liée à cette hypertension artérielle. Alors, quand on revoit un peu les recommandations, déjà l'ACC et l'AHA, l'American Heart Association et le Collège des cardiologues en 2017, américain des cardiologues en 2017, présentaient déjà l'hypertension artérielle ou définissaient l'hypertension artérielle à partir de 130-80 mm de mercure, alors que la pression artérielle normale haute était définie à partir de 120 mm de mercure. C'est dire qu'en fait, plus tôt on regarde le profil tensionnel du patient, et chez certains patients, notamment à risque cardiovasculaire élevé, plus tôt on mettra un traitement et meilleur sera le pronostic de nos patients hypertendus. Alors que les recommandations européennes, que ce soit celles de l'hypertension artérielle, la Société européenne d'hypertension artérielle, la Société internationale d'hypertension artérielle, ainsi que celle de la néphrologie européenne, restent encore une fois sur des niveaux de pression artérielle normale haute à partir de 130-85 mm de mercure. C'est-à-dire qu'on reste avec des niveaux de pression relativement élevés. Alors que la Société européenne de cardiologie en 2024, regardez, elle définit en fait l'hypertension artérielle, ou la pression artérielle, normale haute, déjà à partir de 120-170 mm de mercure. C'est-à-dire qu'on revient encore à des niveaux de pression plus bas. Plus tôt on identifie le profil de nos patients à risque tensionnel, plus tôt on traite et meilleur sera le résultat en matière de réduction de morbimortalité. Alors c'est ce qui a été dit justement dans la recommandation de la Société européenne de cardiologie en 2024. Ces patients qui ont des pressions artérielles normales pour lesquelles on identifie ce profil, il y a des preuves que lorsqu'on traite ces patients lorsqu'ils sont à risque cardiovasculaire élevé, voire à risque cardiovasculaire très élevé, ça nous permet de réduire la morbimortalité de nos patients qui ne sont pas forcément hypertendus, mais qui ont des niveaux de pression normales, mais considérés comme étant hautes, c'est-à-dire à partir de 120-170 mm de mercure. Alors, on sait pertinemment que la physiopathologie de l'hypertension artérielle implique un facteur génétique. Les facteurs environnementaux vont provoquer ou vont installer la pathologie, en l'occurrence l'hypertension artérielle, les facteurs de nuisance sonore ou atmosphérique, et puis il y a les dérèglements du système neuro-humoral qui vont justement participer au déclenchement de la maladie, pendant laquelle il y a 2 mécanismes notoires qui sont impliqués, notamment le système rénine-angiotensine-aldostérone et le système nerveux sympathique. Alors en 2024, le SC dit exactement la même chose, présenté différemment, mais on retrouve encore une fois l'implication notoire de ces 2 principaux mécanismes, le système rénine-angiotensine-aldostérone et le système nerveux central.
pour que finalement, au final, lorsqu'on fait le diagnostic, il est clair que les mesures hygiéno-diététiques s'imposent dans la prise en charge des patients hypertendus, et ce pour faire baisser non seulement les niveaux de pression artérielle, mais également pour réduire le risque cardiovasculaire de nos patients hypertendus. Et d'un point de vue pharmacologique, ce qui est proposé, c'est d'aller justement, la pierre angulaire du traitement d'hypertension artérielle dans la majorité des cas, d'aller bloquer le système rénine-angiotensin-aldostérone, auquel va s'associer soit un anticalcique, soit un diurétique, pour justement juguler la majorité des patients hypertendus et atteindre l'objectif recherché. Mais ce qu'on remarque et ce qu'on regarde dans ces recommandations, c'est que les bêta-bloquants sont retrouvés dans les indications de la prise en charge du patient hypertendu, et ce, quelle que soit l'étape de la prise en charge, c'est-à-dire dès le début, ou alors en intermédiaire, c'est-à-dire quand le patient est déjà traité et qu'il nécessite l'indication, ou qu'il pose l'indication d'un bêta-bloquant. C'était le SH 2023, le SC 2024 dit exactement la même chose. Les bêta-bloquants sont utilisés à n'importe quel moment dans la prise en charge du patient hypertendu, et tout particulièrement quand on a des indications préférentielles telles que le post-infarctus, l'insuffisance cardiaque. Mais regardez encore un paramètre qui est très important qu'on avait tendance à occulter dans la prise en charge de nos patients hypertendus, c'est cette notion de fréquence cardiaque. Et vous voyez que c'est une recommandation de classe 1, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on prenne en charge un patient hypertendu, nous devons regarder la fréquence cardiaque de nos patients, parce que cette fréquence cardiaque détermine le risque cardiovasculaire ou aggrave le risque cardiovasculaire de nos patients hypertendus. Alors, si les bêta-bloquants sont de retour, c'est parce que, encore une fois, ils baissent la pression artérielle de manière significative, aussi bien la systolique que la diastolique, au même titre que les autres classes antihypertensives. Les bêta-bloquants sont également, ou en effet, cardioprotecteurs dans les études randomisées, comparées au placebo, mais aussi comparées aux autres classes antihypertenseurs. Et puis, les bêta-bloquants restent protecteurs avec d'autres antihypertenseurs, c'est-à-dire lorsqu'ils sont associés notamment aux autres classes thérapeutiques. Alors, il y a plusieurs indications des bêta-bloquants, et les indications donc sont nombreuses, mais regardez encore une fois, on revient au paramètre de la fréquence cardiaque qu'on avait tendance à occulter ou à oublier dans la prise en charge de nos patients hypertendus. À chaque fois que le patient a une fréquence cardiaque qui dépasse les 80 battements par minute, ce patient devient en fait candidat éventuellement à un bêta-bloquant. On sait que plusieurs systèmes sont impliqués dans la régulation de la pression artérielle, que ce soit le système rénine-angiotensin, le système nerveux sympathique ou le système volémique, j'allais dire. Et donc, concrètement, quand on prend en charge un patient hypertendu, on va se référer au système prédominant chez ce patient pour instaurer éventuellement la thérapeutique la plus appropriée. Lorsqu'on a bien sûr un patient qui est hypertendu avec un syndrome métabolique ou une hypertension artérielle métabolique, il est clair qu'il va falloir bloquer impérativement le système rénine-angiotensin-aldostérone. Chez un patient qui présente une hypertension artérielle vasculaire, notamment à partir de 60 ans, et c'est très simple, dans la clinique, on fait juste la différentielle entre la systolique et la diastolique, qui est la pression pulsée. Lorsque celle-ci dépasse les 60 mm de mercure, on est très probablement devant une HTA vasculaire, et donc c'est l'inhibiteur calcique qui va prédominer chez ce patient. Alors, quand on a une expansion volémique chez un patient, à ce moment-là, bien sûr, le diurétique trouve toute sa place. Et par contre, à chaque fois qu'on a une stimulation du système sympathique, donc quand il y a un emballement du système sympathique, c'est plutôt un bêta-bloquant qui va être proposé à ce patient pour optimiser sa prise en charge. Quand on voit un peu les données de la littérature, 50% de la population hypertendue est jeune, elle est jeune ou elle est d'âge moyen. Et quand on regarde de plus près, ces patients qui sont d'âge moyen, dans la majorité des cas, 38% de ces patients ont justement une fréquence cardiaque qui dépasse les 80 battements par minute. C'est-à-dire que quelque part, il y a un emballement du système sympathique chez ces patients pour lesquels, peut-être, si on ne fait pas attention, on passe à côté et on ne va pas optimiser la prise en charge de ces patients. Ce qui reflète donc l'importance, justement, d'aller prendre la fréquence cardiaque chez nos patients en consultation de manière régulière, et bien sûr, elle se fait au repos forcément. Alors, encore une fois, regardez ici le SC 2024, qu'est-ce que nous dit? Il est recommandé justement d'aller, à chaque fois que l'on a affaire à un patient hypertendu, d'aller justement prendre la fréquence cardiaque de nos patients. D'abord, ça nous permet de voir s'il y a un emballement du système sympathique, mais en plus, ça nous permet notamment de retrouver une arythmie, notamment la fibrillation auriculaire, qui peut être méconnue chez un patient hypertendu. On connaît aujourd'hui la prévalence de la fibrillation auriculaire, notamment chez les patients hypertendus qui commencent à prendre un peu l'âge. Et puis, en fait, alors ça bloque, qu'est-ce qui se passe?
Donc ce qui est sûr, c'est que concrètement, en pratique, à chaque fois que l'on prend en charge un patient hypertendu, nous devons donc prendre la fréquence cardiaque parce qu'il y a des travaux, il y a des preuves qu'à chaque fois que la fréquence cardiaque est élevée, il y a une majoration du risque cardiovasculaire, à tel point que l'accélération de la fréquence cardiaque au-delà de 80 battements par minute devient un véritable marqueur, sinon un facteur de risque supplémentaire chez un patient hypertendu. Et donc, si bien qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un emballement du système rénine-angiotensine, déterminé d'un point de vue clinique par une accélération de la fréquence cardiaque au-delà de 80 battements par minute, ça nous permet de faire un meilleur profiling de notre patient hypertendu et de proposer une thérapeutique adaptée, notamment pour ralentir cette fréquence cardiaque. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, par exemple, et ça c'est un travail ancien qui date depuis plusieurs années, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que la fréquence cardiaque augmente de 40 battements par minute, ça multiplie la mortalité cardiovasculaire chez nos patients hypertendus. C'est dire qu'il y a absolument un intérêt majeur, justement, à aller mesurer la fréquence cardiaque. Et en fait, quels sont les profils des patients chez lesquels il y a une tendance à l'emballement, c'est-à-dire il y a une stimulation importante du système nerveux sympathique? C'est essentiellement 4 profils de patients. Lesquels sont les 4 profils patients? C'est les patients qui sont stressés, c'est les patients qui sont diabétiques, les patients qui sont obèses, donc le diabétique de type 2, les patients obèses, et puis les patients tabagiques. Alors comment on explique d'un point de vue physiopathologique? Quelqu'un qui est hyper stressé, qui vit un stress permanent, c'est un patient qui va surstimuler l'axe corticotrope, et on sait que la stimulation de l'axe corticotrope va entraîner donc une augmentation de la sécrétion d'endothénie, qui est quand même un puissant vasoconstricteur, réduire la production du monoxyde d'azote, et donc en fait il va y avoir une agression permanente, et cette agression permanente de l'endothélium va être à l'origine justement d'une complication, la genèse ou le développement des complications cardiovasculaires. Voilà. Alors ça c'était chez le sujet stressé. Qu'en est-il maintenant par exemple du patient obèse? Alors, j'en arrive. Voilà, ça c'était... On en était là. Bon, je vous disais donc qu'il y a des preuves que le fait qu'il y ait une accélération, une augmentation de la fréquence cardiaque au-delà de 80 battements par minute, ça entraînait un surrisque d'événements cardiovasculaires. Et ça, vous avez donc les preuves et les recommandations qui nous incitent justement à aller vérifier la fréquence cardiaque pour la réduire. Ça, c'était l'étude Framingham où je disais que la mortalité est doublée à chaque fois qu'il y a une augmentation de 40 battements par minute. Donc, vous voyez que ce sont des preuves valables. Et dans l'étude Value, par exemple, celle-ci, j'avais oublié de la signaler, dans l'étude Value, vous avez, on traite des patients qui sont hypertendus. Pour certains, on va avoir une fréquence cardiaque abaissée, moins de 80, et d'autres sont avec des niveaux de pression optimisés, une fréquence cardiaque qui reste élevée. Les patients qui gardent une fréquence cardiaque élevée, indépendamment du contrôle ou non-contrôle de la tension artérielle, ces patients-là avaient 53% de majoration des événements cardiovasculaires. C'est pour vous dire que cette fréquence cardiaque joue un rôle important dans la détermination des événements cardiovasculaires. Cet emballement, on disait qu'il était retrouvé dans 4 situations, c'était celle-ci, le diabétique type 2, le stressé, mais aussi l'obèse et le tabagisme. Le stress, donc on avait dit que c'était essentiellement par l'hyperactivation de l'axe corticotrope qui finalement entraînait plus d'événements cardiovasculaires. Le sujet diabétique en raison de cette insulinorésistance, et vous savez que la réponse à l'insulinorésistance c'est l'hyperstimulation de l'insulinémie, et cet hyperinsulinisme va justement stimuler la sécrétion noradrénergique, et la sécrétion de la noradrénaline va entraîner par ailleurs donc une vasoconstriction, une agression endothéliale et un surrisque bien sûr des événements cardiovasculaires, mais également la sécrétion d'angiotensine qui va avoir un impact sur le rein et majorer le risque de néphropathie hypertensive. Le patient qui est obèse, c'est quasiment le même mécanisme physiopathologique, en raison de l'insulinorésistance et de l'hyperinsulinémie, ça va entraîner également une activation du système adrénergique, donc le système sympathique, et par conséquent entraînant un surrisque des complications des événements cardiovasculaires. Alors, qu'en est-il du tabagisme? Le tabagisme, c'est par le biais justement de la nicotine qui, elle, va
provoquer une hypersécrétion de la noradrénaline au niveau des ganglions sympathiques, et cette sécrétion d'adrénaline va entraîner bien sûr une vasoconstriction et par conséquent une tendance à l'augmentation de la pression artérielle. Donc voilà ce que je voudrais que vous gardiez en tête, c'est essentiellement 4 profils de patients chez lesquels nous avons une hyperstimulation du système sympathique, ce diabétique de type 2, le sujet obèse, le sujet stressé, mais également le tabagique. Alors, qu'en est-il des bêta-bloquants? On sait que par exemple le bisoprolol, il y a parmi les bêta-bloquants et les cardiosélectifs, les non-cardiosélectifs, ceux qui ont une activité intrinsèque mimétique et ceux qui ne l'ont pas. Le bisoprolol, ça reste un bêta-bloquant cardiosélectif. Alors c'est quand même important parce qu'on traite des patients qui sont polytarés, des patients notamment par exemple qui ont des BPCO, on peut se poser la question est-ce qu'on peut utiliser de manière aisée le bêta-bloquant dans cette population de patients. Le bisoprolol est 19 fois plus sélectif pour le récepteur bêta 2 que pour le récepteur bêta 1, pour le récepteur bêta 1 que pour le récepteur bêta 2, sachant que le bêta 1 est principalement situé au niveau du cœur, le bêta 2 on le retrouve dans l'appareil génital, notamment au niveau de l'utérus, au niveau de l'arbre respiratoire et au niveau du rein, notamment pour la stimulation du système rénine-angiotensin. Le bisoprolol est largement à plus d'affinité comparativement aux autres bêta-bloquants de la même classe thérapeutique. On peut citer par exemple le métoprolol, on peut citer l'aténolol et pourquoi pas le propranolol qui lui n'est pas cardiosélectif. Donc cette bêta-sélectivité va conférer justement au bisoprolol, au détentiel, elle va lui donner des propriétés, elle va lui permettre justement d'être plus safe, c'est-à-dire qu'on va avoir très peu d'effets secondaires comparativement aux autres bêta-bloquants qui ont une moindre sélectivité pour les récepteurs bêta 1, pas ou très peu d'effets sur la bronchoconstriction, donc il y a une certaine aisance, notamment chez les sujets qui présentent de l'asthme ou qui présentent une BPCO, à condition qu'elle ne soit pas sévère et qu'elle soit maîtrisée sur le plan thérapeutique. Pas d'effet sur la vasodilatation, notamment au niveau des récepteurs bêta 2, et puis pas ou très peu de modification du profil lipidique, parce que ça aussi c'est un paramètre que l'on regarde, notamment chez les patients en insulinorésistance ou les patients obèses ou même diabétiques, ainsi que le bilan glucidique. Effectivement, on voit dans cette ancienne étude, elle a été publiée il y a quand même plusieurs années, plusieurs décennies, on voit pertinemment que le fait de mettre du bisoprolol pendant une durée de 13 mois, regardez, la courbe reste relativement plate concernant le cholestérol total, les triglycérides, le LDL et le HDL cholestérol. Donc il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'altération du profil lipidique chez les patients qui présentent ou qui sont à risque notamment métabolique. Au même titre, sur le plan glycémique, il n'y a pas de perturbation significative, tant sur la glycémie à jeun que sur l'hémoglobine glyquée chez les patients qui ont bénéficié du bisoprolol comparativement au placebo dans un travail qui également ancien, puisque rappelez-vous, les bêta-bloquants, c'est quand même la deuxième classe thérapeutique que l'on a utilisée chez les patients hypertendus après les diurétiques. Donc en fait, pour conclure, l'hypertension artérielle reste le premier facteur de risque de la maladie cardiovasculaire. C'est une affection qui est fréquente de par le monde et l'Algérie n'est pas en reste. La prise en charge doit être axée sur le risque cardiovasculaire global, donc ce n'est pas une question de chiffres, c'est une prise en charge qui doit être holistique et on doit s'intéresser au profil du patient. C'est en s'intéressant au profil du patient, en identifiant le bon profil pour le bon traitement, que l'on arrivera justement à prendre en charge de manière correcte nos patients hypertendus. La fréquence cardiaque est un marqueur de risque, est un marqueur d'hyperactivité du système sympathique, pourvoyeuse de complications cardiovasculaires, longtemps négligées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous invite justement à vérifier, à prendre la fréquence cardiaque de nos patients hypertendus lorsqu'on les reçoit en consultation, parce que la prise en charge thérapeutique en dépend si on veut justement réduire au maximum ou protéger au maximum nos patients du risque cardiovasculaire et de la surmortalité. L'indication, donc l'intérêt de l'indication spécifique devient donc en fait grandissant, puisqu'encore une fois on revient à quelque chose que l'on faisait, sauf qu'aujourd'hui on insiste justement sur le bon profiling, c'est-à-dire il faut bien profiler le patient hypertendu pour proposer la meilleure thérapeutique, pour protéger au mieux nos patients. Je vous remercie de votre attention. À partir de 80 de fréquence cardiaque, il faut prescrire un bêta-bloquant. Il a précisé aussi que c'est un marqueur de risque. La fréquence cardiaque est un marqueur et pas un facteur de risque. C'est important, lorsqu'on prescrit un bêta-bloquant, il faut avoir au moins, je ne dis pas il faut être cardiologue ou il faut être pédale,
Mais il faut avoir, les généralistes lisent les ECG, hein, ils font des échos, ils font des ECG, etc. Donc il faut avoir des éléments, au moins pour les conséquences de la prescription des bêta-bloquants. Donc il faut sinon ça va tomber dans les BAV, des complications qui peuvent faire des problèmes plus importants que l'hypertension. C'est absolument vrai, mais en fait, moi je pense que tout le monde le fait. Hein. L'électrocardiogramme, c'est quand même un examen de première intention dans le bilan du patient hypertendu, au même titre que le ionogramme, etc. Je suis tout à fait d'accord. Ça fait partie du bilan systématique. Peut-être juste un commentaire et j'arrête. Assez souvent, on reçoit des patients qui sont adressés, notamment par exemple par nos confrères, en disant voilà, le patient fait par exemple une BPCO ou de l'asthme, est-ce que je suis à l'aise en mettant un bêta-bloquant? Donc les données sont claires, hein, il y a plusieurs références. Un patient, même s'il est BPCO, même s'il est asthmatique, s'il y a une indication bêta-bloquant, à condition que le patient ne soit pas dans la classe sévère de la BPCO ou de l'asthme, et que le patient soit contrôlé sur le plan thérapeutique, il n'y a pas de contre-indication à l'utilisation du bêta-bloquant. Donc là, vous pouvez être à l'aise éventuellement. Justement, parce qu'avant, Dr. Rinal, le médecin était passible de passer en justice, et même c'était une faute grave que de mettre quelqu'un, un asthmatique ou un BPCO, de mettre sous bêta-bloquant, ancienne classe, je parle des classes qui n'étaient pas hyper sélectives. Il faut juste ne pas mettre de bêta-bloquant dans le cardio-sélectif. Il faut mettre un bêta-bloquant cardio-sélectif. Vous avez la chance d'avoir le bisoprolol qui est quand même hautement sélectif pour le récepteur bêta 1. Donc il a une action principalement cardiaque et non pas périphérique. Donc là, je pense qu'il y a, avec toutes les données qu'il y a eu des publications qui ont été faites qui nous permettent d'avoir une certaine aisance quant à l'utilisation de ces molécules qui ont fait leur preuve. Voilà, merci beaucoup, merci pour tout le monde. Merci à vous.